Bonsoir, combien était-il entre République et Nation cet après-midi? 150 000, dit la CGT. Entre 20 et 25 000, répond la préfecture de police. L'écart est trop important pour que je me hasarde à avancer un autre chiffre. Je peux en revanche faire état d'une certitude, c'était bel et bien une manifestation organisée par la CGT et une quarantaine d'associations contre le contrat d'insertion professionnelle et pour le droit au travail. Reportage de Yannick Letranchant et Alain Ocasio. Les organisateurs, ils connaissent la musique, elle adoucit les mœurs, pas forcément les revendications. Forêt de slogans, chamarrés parfois, pour effacer peut-être les idées noires. Protestation contre le chômage, la misère, mobilisation contre l'exclusion et la politique du gouvernement. Toutes les mesures qui sont prises par le gouvernement ne servent absolument pas à réduire le chômage, au contraire à l'aggraver. Il y a un an seulement que je suis à la retraite et j'ai déjà perdu depuis un an plus de 200 francs sur ma pension de retraite. Alors vous voyez que c'est très important. Et puis j'ai des enfants, je vais vous dire que j'aimerais bien qu'ils aient du travail aussi et qu'ils ne soient pas payés à 3 800 francs par mois. La référence au SMIC jeune était dans toutes les bouches aujourd'hui. En ligne de mire donc le CIP, le contrat d'insertion professionnelle. Les aménagements récents annoncés par le gouvernement n'ont rien changé. On s'oppose au SMIC jeune parce que si on va faire des études et on risque de ne pas pouvoir vivre avec 3 800 francs ou 200 francs par mois, parce que c'est pas possible de vivre. Le mot d'ordre anti-SMIC jeune est présent dans tout le cortège et il va le rester. Il va le rester aujourd'hui, il va le rester le 17 mars et il va le rester tant qu'on n'aura pas obtenu satisfaction. Donc à savoir l'abrogation des textes. L'abrogation des décrets, bien sûr. La suppression du SMIC jeune, mot d'ordre visiblement fédérateur, CGT, étudiants, associations en tout genre, unis comme un seul homme entre République et Nation. La vague de protestation d'aujourd'hui ressemble fort à une énième répétition générale avant la manifestation du 17 mars lancée par les syndicats réformistes. Et d'autres défilés ont eu lieu dans d'autres villes de France. Pascal Doucet-Bon. Les précaires et les retraités des Bouches-du-Rhône n'ont pas pu commencer encore à manifester. La Canebière n'avait pas connu de manifestation aussi importante depuis fort longtemps. Ils étaient entre 30 et 50 000 sur plus de 3 km de cortège, venus du Languedoc-Roussillon et de Provence-Alpes-Côte d'Azur. À Toulouse, les manifestants ont bloqué le centre-ville pendant tout l'après-midi. Là encore, plus de 30 000 personnes de tout le sud-ouest et de tous les âges. Et 85 ans, bam. Ça vous paraît important aujourd'hui de devoir défendre les jeunes? Ils vous paraissent menacés, les jeunes? Oui, beaucoup. Pourquoi? Et je les plains, parce qu'ils auront un avenir très mauvais. À cause de ce gouvernement, il faut le foutre en l'air. Pour moi, c'est important, c'est pour mon avenir, c'est pour le boulot là-bas. C'est pour toute ma famille, pour ma région. Et je viens la défendre ici. Voilà, c'est tout. Temps plus maussade, ambiance moins festive et chiffres plus modestes à Nantes où convergeaient les Pays de Loire, la Bretagne, le Poitou-Charentes. Les agriculteurs se sont joints au cortège. Pendant ce temps, à Lyon, ils étaient entre 10 et 30 000 venus de tout le centre-est. Metz et Bastia étaient aussi de la partie dans ce Tour de France des manifs. Première réaction politique, celle de François Léotard qui accuse la gauche d'exploiter l'inquiétude des jeunes. Je crains beaucoup qu'un certain nombre de jeunes Français aujourd'hui soient l'objet de tireurs de ficelles extrêmement dangereux, qui jouent avec eux, avec un cynisme total, et qui, en fait, les utilisent pour leurs propres objectifs à eux, hommes politiques. Et que je ne souhaite pas qu'il en soit ainsi avec vous. Et il faut que vous le disiez très fortement, la gauche ne gagnera pas dans la rue ce qu'elle a perdu dans les élections. Revenons sur le déroulement de la manifestation à Paris qui s'est produite cette fois, contrairement aux précédentes, dans le calme, ni casseurs ni débordements. Il est vrai que les 2070 policiers, là, pas de polémique sur le chiffre, ont été très vigilants. Il est vrai aussi que de ce point de vue, le service d'ordre de la CGT est particulièrement compétent. Valérie Gaget, Raymond Chaplard. Le cortège vient à peine de s'élancer. Tout à coup, branle-bas de combat, une bagarre a éclaté parmi les manifestants. Le service d'ordre de la CGT est appelé en renfort. L'incident, réglé en quelques minutes, sera quasiment le seul de l'après-midi. Les hommes du service d'ordre CGT ont un principe, plus tôt on intervient, moins il y a de risques que ça dégénère. On en a eu aussi dans les manifestations, les casseurs en 79, Marge-Sidérgie, où là ça avait fait très mal. Et donc c'est vrai qu'on s'attend aussi à des provocations comme ça. Donc on sait que là-dessus on peut
essayer, le plus possible, comme je dis, toujours pareil, les caser, essayer de les évacuer. Des fois, c'est pas évident, mais on essaye. Cet après-midi, ils étaient 2000 à assurer la sécurité du cortège, reconnaissables à leur ruban rouge. Les policiers étaient à peine plus nombreux. Par chance, ni les uns ni les autres n'ont vu l'ombre d'un casseur. Plusieurs milliers de personnes en treillis dans la petite ville si tranquille de Privas, Ardèche, en treillis mais sans fusil. C'était des chasseurs réclamant le droit d'utiliser leurs fusils contre les grives et les palombes. Antoine Cormery, Luc Bachofen. À Privas, c'est un peu comme s'il y avait deux villes. Privas-le-Haut, avec une vue panoramique. Depuis Louis XIII, paraît-il, il n'y avait jamais eu autant de monde. Et puis, il y a Privas-le-Bas, où 10 à 15 000 chasseurs venus de toute la France ont défilé cet après-midi. Et donc, centrale tête de cortège arrive sur la place Champ de Mars. L'unique objet du ressentiment des chasseurs, c'est la très écologique directive européenne numéro 79/409. Cette directive restreint la période de chasse traditionnelle aux palombes et aux grives, des oiseaux migrateurs qui remontent tous les ans du Maroc vers l'Europe du Nord, en passant notamment au-dessus de l'Ardèche. Et on chassera contre vents et marées, malgré l'interdiction de l'Europe ou d'ailleurs. C'est pas notre problème. Si à l'Europe ils font des lois, il faudra qu'ils viennent les faire appliquer ici. Nous, on n'appliquera que les lois qui nous conviennent pour perpétuer notre tradition. Et c'est pas nous qu'on détruira les oiseaux migrateurs, c'est plutôt les gens qui foutent des poisons dans les vignes. Eux, oui, c'est des assassins. Ils tuent tous ces oiseaux migrateurs en foutant n'importe quoi dans les usines, tout ça, dans les marais, dans les champs, tuer ces bestioles. C'est pas nous. En remplissant les rues de la plus petite préfecture de France, les chasseurs ont montré dans le calme leur force et leur unité à quelques jours seulement des cantonales. Demain, les rues de Privas retrouveront leur quiétude, mais pour les grives et les palombes, les vacances, c'est fini. Un slogan entendu aujourd'hui dans les rues, demain devant les urnes. Eh bien demain c'est dimanche, je veux dire dimanche en 8, premier tour des élections cantonales. Gare aux candidats qui ignoreraient dans la pêche aux voix les voies de la chasse. Gilles Marinet et Philippe Dumail se sont promenés dans le Médoc. Avertissement. Ici, vous entrez dans le canton de l'Espard au lieu de la chasse à la tourterelle. Ici, les pylônes de tir côtoient les maisons. Ici, on ne reconnaît pas certaines lois et l'on vote chasseur. Aux dernières élections européennes, la liste chasse, pêche, nature et tradition a recueilli 38% des suffrages. Au cantonal, elle ne présente pas de candidat, inutile au fond, puisque les élus locaux doivent allégeance au lobby de la chasse, sous peine d'être éliminés du jeu politique. Situation mal vécue, mais qu'il faut subir. Bon, je pense que sincèrement, un homme politique en Médoc ne peut être que d'accord avec le lobby chasse, sinon il n'est pas représentatif des non, il n'existe pas. Sinon, il n'existe pas. Bernard Prévost, socialiste, conseiller sortant, n'a pas les états d'âme de son challenger de droite. Il postule pour un troisième mandat. Il est chasseur et il ne s'en cache pas. Mon grand-père, mon arrière-grand-père, on chasse tous. Donc, je sais pas, c'est un état naturel. Si on est médocain, on fait de la politique. Et comme on est médocain, on est forcément chasseur. L'amicale des maires, toutes tendances politiques confondues, a pourtant essayé de s'affranchir de la tutelle des chasseurs. Mais la pression augmente. Cette nuit encore, dans le car qui l'emmenait manifester en Ardèche, le leader des chasseurs à la tourterelle n'a pas mâché ses mots ni ses menaces à l'encontre du monde politique. Les responsables qui ne voudraient pas écouter les chasseurs de base, j'estime qu'ils sont assis sur des caisses de dynamite et qui se promènent avec une bougie dans une poudrière. Vous qui êtes journaliste, vous avez pu le constater et les gens en ont assez. Une détermination qui aura des conséquences électorales. Le parti des chasseurs, c'est vrai, n'a pas de candidat, mais il aura sûrement des élus. On vous promet de donner aussi la parole plus tard aux écolos. Élections cantonales en mars, élections européennes en juin. Le printemps 94 sera politique, mais les politiques pensent surtout au printemps 95, à l'élection présidentielle. Et dans la majorité, de grandes questions agitent les états-majors, primaire ou pas, candidature unique ou pas, et surtout, division ou pas. Pas, dit Jacques Chirac, devant les clubs 89. Renaud Fessaguet, Christian Leroux. Vous pensez que sur un simple fait, le design qui est... Oh, pardon. Si, c'est officiel, c'est admis. Ah bon? Oui. Enfin, ça, on peut dire... On peut dire quoi? Non, la stylique. La stylique. Allez-y. Mais de toute façon, c'est... Jacques Chirac veut bien rire de la loi Toubon sur le franglais. Mais ce matin, il entendait d'abord qu'on l'écoute sur tout ce que lui inspire l'état de la France à travers ses tournées régionales. Des thèmes graves comme l'insertion sociale, la réforme de l'État, de la technostructure, comme il dit, de l'esprit des banquiers vis-à-vis des petites industries.
Mais les militants gaullistes, eux, n'avaient qu'une idée fixe, les présidentielles. Si l'année prochaine, nous avons 2 candidats, nous ne voterons pas au premier tour. Alors, c'était ce que je voulais vous dire, parce que tout ce que vous avez dit ce matin, tous les travaux des clubs 89 ne serviront à rien si vous n'êtes pas président l'année prochaine. Réponse sans ambiguïté du président du RPR. Contrairement à l'histoire qu'un certain nombre de gens se sont mises dans leur tête et que maintenant ils voudraient absolument dire ou écrire, il n'y aura pas de division au sein de l'actuelle majorité. Il n'y en aura pas. Voilà, c'est dit. Il reste à convaincre la majorité de la nécessité de l'union et accessoirement à déterminer comment sera choisi le candidat unique. Jacques Toubon, lui, s'est dit partisan de primaire. Primaire, pas primaire, le savoir serait déjà un progrès. En Algérie, plusieurs centaines de détenus islamistes ont réussi à s'évader de la prison de Batna grâce à l'intervention d'un commando armé. Cette opération spectaculaire coïncide avec la fin du Ramadan. Le nombre d'attaques se multiplie. Le journaliste de la télévision algérienne, victime récemment d'un attentat, a succombé à ses blessures. Hassan Benouda a été enterré aujourd'hui. Il avait 29 ans. Berlusconi regrettera peut-être d'être entré en politique. Le chouchou des sondages risque de ne plus l'être dans peu de temps. Les juges le soupçonnent de fraude fiscale et de falsification. Le président du club de football Milan AC est accusé d'avoir eu recours à des dessous de table pour l'achat d'un joueur. Reportage d'Alain Chalvron et d'Emoré Galeassi. Pas content Berlusconi, pas content du tout. Il crie au complot, à la honte. Il faut dire que depuis 48 heures, il a quitté la rubrique politique pour celle des faits divers. Et cela tombe mal à 2 semaines des élections. À tel point que le caricaturiste de la Repubblica se demande si le ballon Berlusconi n'est pas en train de se dégonfler. À l'origine de l'affaire, un joueur de football, Gianluigi Lentini, que le Cavaliere aurait acheté pour l'AC Milan 100 millions de francs. 100 millions plus 30 au noir, payés en Suisse. Les juges milanais vedettes de l'opération main propre auraient mis à jour une série de fausses factures dans les comptes de la Fininvest, la holding de Berlusconi. Ces fausses factures auraient-elles servi à payer le dessous de table du footballeur Lentini? Une perquisition a été effectuée au siège de Publitalia, la filiale publicitaire de Berlusconi. Son directeur général et un autre collaborateur ont été entendus par la justice, d'où la colère de Berlusconi. C'est un fait absolument politique. Les irrégularités desquelles mes dirigeants sont accusés n'existent pas. Le Cavaliere trouve réconfort auprès de ses partisans qui ne veulent pas croire, comme le dit la presse, que sa campagne a du plomb dans l'aile. Si la nouvelle circule en Italie, que pour avoir fait des fausses notes, on peut aller en prison, alors il y a, je crois, la moitié des Italiens qui sont concernés et qui pensent non, il faut voter pour cet homme parce qu'il faut nous défendre des juges qui nous mettent en prison. C'est un calcul très, très simple. Le cortège de Berlusconi qui traverse Rome à tombeau ouvert ressemble déjà moins à celui d'un futur Premier ministre et trop à ceux des vedettes des scandales politico-financiers. Quant à Maradona, il passe progressivement de la rubrique sportive à la rubrique judiciaire. Il est question de corruption, de drogue et de Camorra. Jérôme Corquiquian raconte l'histoire. Peur sur la ville. Naples plongé dans le doute. Maradona aurait vendu l'équipe locale à la Camorra en 1988. C'est Pietro Pugliese, un truand déjà coupable de 5 assassinats qui accuse. 1988, c'est l'époque du face-à-face Naples-Milan AC dans le championnat d'Italie. Au Totonero, le domaine des jeux clandestins, d'énormes sommes sont engagées. Tout le monde mise sur Naples, tout le monde, sauf la mafia. Elle veut la chute du club pour rafler la mise. Maradona, dieu du foot accro à la cocaïne, aurait cédé, baisse de régime de la star, championnat perdu. Des accusations qui surgissent alors que Diego est actuellement jugé par contumace par les autorités italiennes. Alors que le club de Naples, submergé de dettes, est au bord de la faillite. Il est loin le temps des débuts, le temps où le petit Argentin d'1,65 m devenait idole planétaire avec son jeu magique. Aujourd'hui, dieu déchu, il ne fait qu'accumuler les unes de faits divers. Charles Pasqua a dit hier sur notre antenne, la mafia n'existe pas en France, mais des magistrats italiens sont tout de même venus en France pour dire à leurs collègues français que la mafia risquait de s'implanter. Michel Fine et Pascal Ponce ont suivi le sommet anti-pègre à Aix-en-Provence.
Pour avoir une poignée de main générale, s'il vous plaît. On est un petit peu fatigué. C'est la dernière journée de ce sommet et les Italiens sont satisfaits. Pendant 2 jours, les spécialistes de la lutte contre le crime organisé ont pu discuter avec les Français pour les alerter contre les dangers d'implantation de la mafia. La mafia et la criminalité. La mafia et la criminalité organisée sont actuellement soumises à une grosse pression de la part des autorités italiennes. Donc elles cherchent à s'exporter dans des pays où elles auront moins de difficultés à s'installer parce que ces pays n'ont pas conscience du danger qu'elles représentent. La mafia rappresenta. Pour Bruno Ciclari, qui coordonne à Rome l'action des différents parquets, comme pour Liliana Ferraro, la directrice des affaires criminelles, la solution passe désormais par la coopération internationale. On ne peut pas lutter seulement en Italie. En Italie, on va le faire. On le fait, on va continuer avec la détermination qu'on a eue et qu'on va démontrer de jour en jour, avec la passion qu'on démontre de jour en jour. Mais il est nécessaire d'avoir même l'aide des autres pays pour découvrir des choses qui passent entre les organisations qui travaillent d'un pays à l'autre. Les Italiens ont donc l'intention de multiplier les réunions comme celle-ci. Le 24 octobre prochain, par exemple, sous l'égide des Nations Unies, ils organiseront un grand colloque international sur la mafia. 4 suicides dans la prison de Fleury-Mérogis en 3 semaines, un 5e suicide aujourd'hui dans le centre pénitentiaire de Châteauroux. Ils mettent en relief le problème de la surpopulation carcérale. Des mesures sont prévues pour tenter de le résoudre. Anne Guéry et Éric Mangani. Plus aucun centre pénitentiaire n'échappe aujourd'hui à cette règle. Trop de prisonniers, pas assez de place. Et les prévisions sont alarmantes. Il y aura 70 000 détenus d'ici à 10 ans, quand les prisons ne peuvent en accueillir que 50 000. Alors pour ne plus encombrer ces établissements surchargés, le garde des Sceaux propose dans un texte de ne plus incarcérer les toxicomanes, les étrangers en situation irrégulière, les objecteurs de conscience et les personnes condamnées pour non-paiement d'une amende douanière. Objectif, gagner 7 500 places, c'est insuffisant, selon le syndicat de la magistrature. On aurait aimé que ces propositions soient le fruit, soient la résultante d'une véritable réflexion sur l'emprisonnement et non pas la résultante de simples calculs mathématiques. Car vous dites, vous, aujourd'hui, que 3/4 des gens qui sont en prison n'ont rien à y faire? C'est-à-dire que je crois sincèrement que dans les prisons actuellement, il y a énormément de gens, la majorité des gens, qui sont incarcérés pour des atteintes aux biens. Je crois qu'on peut essayer de réfléchir à une autre logique, qu'on peut essayer de réfléchir à d'autres peines, qu'on peut essayer de réfléchir à une autre façon de voir la sanction pénale. Et si le plan du ministre prévoit ces autres peines comme le travail d'intérêt général, les centres de rétention pour les clandestins ou l'injonction thérapeutique pour les toxicomanes, il n'envisage pas d'augmenter les crédits pour moderniser l'administration pénitentiaire, inacceptable pour les syndicats. Aujourd'hui, M. Maignery se soucie plus des problèmes financiers d'économie plutôt que d'injecter 9 à 10 milliards qu'il faudrait dans cette administration pour pouvoir sortir de nos ornières. Déception, amertume, avant même que le texte du ministre de la Justice ne soit discuté à l'Assemblée nationale. Déception, amertume de tous ceux qui, sur le terrain, redoutent comme chaque année à l'approche de l'été, de nouvelles révoltes dans les prisons. Les artistes bretons au service de leur région et de leur mémoire, à Rennes, Stivel, Servat et d'autres musiciens ont participé à un spectacle destiné à récupérer des fonds pour le Parlement de Bretagne. Jacques Deveau, Bernard Mathieu. Dénès Prigent, Éric Marchand, mais aussi Stivel, Servat, Dan Arbraz et l'Orchestre de Bretagne. Ils étaient une douzaine d'artistes bretons présents hier soir. Présents pour rappeler leur attachement au Parlement de Bretagne, sans oublier pour autant le désarroi des pêcheurs. Quand j'ai vu que ça avait brûlé, ça m'a fait très mal. Et en même temps, je ne peux pas m'empêcher de penser aux pêcheurs qui ont été plongés dans un désespoir fou pour en arriver là. Et je crois que c'est trop facile de plonger les gens dans le désespoir et après de les accuser d'exprimer leur désespoir d'une façon ou d'une autre. Mais il vaudrait peut-être mieux éviter qu'ils tombent dans le désespoir. Une soirée de solidarité dont toute la recette sera reversée à l'association pour la reconstruction du Parlement de Bretagne. Dans la salle, 3500 personnes avaient répondu à l'appel de solidarité.
Cette reconstruction du Parlement de Bretagne, c'est un petit peu la reconstruction de la Bretagne aussi, quoi. Et donc, je vois un peu les Bretons se réveillent en ce moment, quoi. Et ça symbolise même un peu ça. Comme en écho, le public s'est levé pour reprendre en chœur les chansons de Stivell. Tard dans la soirée, l'âme bretonne vibrait dans le Palais des Sports de Rennes. Quatre jours après la Journée internationale de la femme, l'Église d'Angleterre fait un grand pas pour l'égalité entre les hommes et les femmes. Elle a ordonné dans la cathédrale de Bristol 32 femmes prêtres, une révolution. Les religions monothéistes ne se déclinent, vous le savez, depuis des siècles qu'au masculin. Christian Marimonneau. Aux portes de la cathédrale de Bristol, une foule des grands jours, pour un jour pas ordinaire. L'ordination des 32 premières femmes prêtres. Parmi les nouvelles élues, Suzanne Shipp, très émue. Tout ensemble, nous sommes très heureuses et nous avons grande espérance. Après le schisme avec Rome, il y a 450 ans, l'Église anglicane est devenue autonome. Elle écoute des changements et suivant la volonté de ses fidèles, le synode acceptait en novembre 92 l'ordination des femmes, la victoire des modernistes sur les traditionalistes. La bataille a été longue et rude, mais comme vous le voyez, les gens ici à Bristol sont très excités. Mais la résistance demeure. 10% des membres de l'Église anglicane restent hostiles. Certains prêtres ont pris la tête de la révolte. Ce que nous voyons aujourd'hui, ce ne sont pas des nouveaux prêtres, mais plutôt un nouvel ordre de travestis, des femmes déguisées en prêtres. Une église de Bristol, Saint-Philippe et Jacob, a même décidé de sonner le glas en signe de protestation avec le soutien de ses paroissiens. Jésus a choisi des hommes pour son équipe. Nous voulons que des hommes soient des chefs dans l'église. Mais les Britanniques, dans leur majorité, accueillent avec joie cette ouverture. Les femmes, excellent, il était temps. Ça ne fera pas de mal à l'Église. L'Église d'Angleterre a ouvert la voie, mais son unité est peut-être menacée. Qu'importe, elle ira jusqu'au bout, une route que ne semble pas prête de suivre l'Église catholique. Comment Dieu a-t-il pu réagir? C'est une information que la rédaction si compétente de France 2 ne pourrait elle-même obtenir. Alors à défaut, observons la réaction des hommes, je veux dire des hommes et des femmes. Sondage express de Jean Pézieux et Hervé Pozzo au sein de l'Église catholique française. Il n'a évidemment pas de valeur représentative. Moi je suis contre. Et pourquoi? Parce que j'estime que c'est pas bien. Bon, mais est-ce que vous verriez des femmes prêtres dans l'Église catholique en France? Non. Non, réellement non. Des Anglaises ordonnées prêtres, un sujet très controversé cet après-midi dans les paroisses. Ainsi, devant cette église où se déroulait la cérémonie de la confirmation pour les jeunes catholiques du quartier. Nous ne sommes pas en Angleterre. D'abord, c'est l'église anglicane. L'église anglicane est présidée par une reine, une femme. C'est donc une tradition d'abord très différente. Jésus-Christ était un homme au départ, il n'a jamais pris une femme et ordonné une femme. On est dans l'époque égalité aux femmes, alors pourquoi pas, mais bon, ceci dit, on a du mal à imaginer une femme prêtre. Pourquoi pas? Bah oui, pourquoi pas? Qu'une femme dise la messe, ça me fait aussi, je serais choqué, parce que je ne suis pas habitué de voir ça, mais bon, je pense qu'on peut s'y faire. Opinion partagée entre hommes et femmes, mais surtout entre générations, voilà pour les fidèles. Écoutons maintenant la parole d'un théologien. Pour l'Église catholique, il y a une très grande importance du ministre de l'Eucharistie, du prêtre, de son lien personnel au Christ et par conséquent de son sexe masculin en conséquence. Certains catholiques libéraux, eux, applaudissent à l'évolution survenue chez les anglicans. Et je dirais que grâce à cette ordination des femmes de l'Église anglicane, nous allons enfin sortir en christianisme de l'apartheid religieux dans laquelle sont tenues nombre de femmes qui se dévouent corps et âme pour l'Église. Deuxièmement, au niveau de l'exercice du pouvoir, je pense que les femmes, si elles ne tombent pas dans un mimétisme de pouvoir masculin, apporteront plus de démocratie dans l'Église. L'ordination des femmes apparaît bien comme l'événement le plus important depuis que l'Église d'Angleterre s'est séparée de l'Église de Rome. Si vous êtes amateur de VTT, suivez Alain Doubesky et Jean-François Chevet au Salon des loisirs de plein air qui s'est ouvert aujourd'hui au Parc des Expositions du Bourget, près de Paris. Si vous êtes amateur de VTT et pas forcément sportif, regardez encore plus attentivement. Ils ont réinventé le vélo à moteur. Je n'ai pas dit vélo moteur.
Monsieur et Madame Vincent font du vélo. Dans une côte, Madame Vincent double tranquillement, aisément, son sportif de mari. Alors, serait-elle championne cycliste? Pas du tout, j'ai un vélo électrique. Monsieur Vincent, qui se traîne derrière, est un passionné de vélo. Il a participé à la mise au point du premier modèle français de vélo électrique. Eh bien, il est composé d'un petit moteur électrique placé sur la roue avant et d'un ensemble de batteries et de chargeurs pour recharger les batteries qui sont dans le cadre. Vous avez le kit de batterie qui est amovible de cette manière-là. Vous l'amenez chez vous, vous le rechargez avec le câble. Quand c'est rechargé, vous le remettez sur votre cadre et puis vous êtes prêt à repartir. La charge dure environ 4 heures. Dominique Vincent s'est également intéressé à la première patinette électrique. Les autres étaient à essence. Vous êtes là devant une trottinette électrique, la reine des trottinettes, puisque d'une part, elle se plie, elle est portable, elle se met dans le coffre de la voiture, et je m'en sers chaque fois que je ne peux pas accéder avec la voiture dans des zones urbaines. Comment elle se recharge? Avec un transformateur, en 4 heures, vous avez des batteries rechargées prêtes à repartir. Cette trottinette est commercialisée en France depuis novembre 1993. Ce n'est pas un jouet, elle coûte 8000 francs. Mais le deux roues dont M. Vincent est le plus fier, c'est celui-là. Oui, voici Joker, le VTT à 2 roues motrices ou transmission intégrale qui allie technologie et efficacité. Le principe? Eh bien, une roue libre qui reprend à l'arrière, une transmission par courroie qui entraîne la roue avant. Celle-ci est débrayable et vous pouvez également l'enclencher en roulant. Nous avons demandé à Hervé Donneger, champion de VTT région Aquitaine, de tester ce vélo. Premier essai avec un vélo tout-terrain classique. Seule la roue arrière est motrice. Deuxième essai avec le vélo tout-terrain à 2 roues motrices. La roue avant agrippe la côte. Cette fois, ça passe. Mais attention, avertissement aux prétentieux. Même avec 2 roues motrices, pour gravir une côte, il faut appuyer dur sur les pédales. A l'inverse, champion ou pas, lorsque le paysage est agréable, rien n'empêche de mettre pied à terre. Et nous allons conclure ce journal avec 9 cocoricots. Les 2 premiers ont été entendus aujourd'hui à Bercy, près de Paris, à Paris, au championnat d'Europe d'athlétisme. Laurent-Frédéric Bollet. Cette fois, Jean Galfionne croyait dur comme fer en sa bonne étoile et le public parisien également. Quand il s'élance pour son deuxième essai à 5,80 m et qu'il le réussit sans coup fait rire, on se dit oui, voici la première médaille d'or française de ces championnats d'Europe en salle. Galfionne, 23 ans, l'héritier des grands perchistes français du passé, à la conquête de son premier grand titre, on pouvait raisonnablement y croire. Mais c'était sans compter Piotr Bochgarev. Le Russe passe 5,90 m de justesse, c'est le moins que l'on puisse dire. La barre tremble, mais reste. Galfionne, lui, ne pourra pas faire mieux. Médaille d'argent à un souffle près. Lui, il s'appelle Colin Jackson. Il est gallois et recordman du monde du 110 mètres haies. Il est devenu en 2 jours la star de ces championnats d'Europe. Vainqueur hier du 60 mètres, puis du 60 mètres haies cet après-midi. En course, il y a lui et les autres. Un des plus grands athlètes du moment. Un couloir 4 désert et quelques sifflets, Marie-Josée Pérec n'est pas venue disputer le 200 mètres. Dommage et regrettable, Marie-Jo plus sauvage que jamais. Enfin, la bonne surprise est venue du 60 mètres femmes où Patricia Girard, couloir 5, empoche la médaille de bronze. Voilà de quoi se consoler largement de l'absence de Pérec et voilà même qui mérite un tour d'honneur avec la gagnante. Et les 7 autres cocoricots ont été entendus à Lillehammer aux Jeux paralympiques, aux Jeux olympiques pour handicapés. En 48 heures à peine, la France a obtenu 7 médailles, 7, dont 4 en or. Mais au fond, ce qui compte, ce n'est pas la médaille, qu'elle soit en or, en argent ou en bronze, c'est l'émotion. Et l'émotion, vous allez la voir, vous allez l'entendre, vous allez la suivre. Dans le reportage de Christophe Duchiron et d'André Germain, ils ont suivi la performance de Ludovic Ray-Robert qui a obtenu une médaille d'or dans l'épreuve reine, la descente en fauteuil. Top. Gauche. Droite. On va voir la bosse là-bas. 2 portes, le saut. On va arriver à la porte de la bosse, on saute. C'est arrivé. Avant d'arriver, Ludovic et les autres, ils commencent par faire un voyage. Un voyage en solitude, dans leur monde à eux,
Le monde du risque et de la performance, pour un peu, on dirait un monde de fous. Sur sa drôle de machine, Ludovic Rey-Robert, 28 ans, dit Ludo Laglisse. Un drôle de caractère, un drôle de champion, fort en gueule et casse-cou, qui dévale parfois à près de 100 km/h. Il y a 2 ans aux Jeux paralympiques de Tignes, il était médaille de bronze. Aujourd'hui à Lillehammer, Ludo Laglisse a des rêves en or. Alors il prend des risques et quand le risque paye, Ludovic est très fort, meilleur temps à l'arrivée. Le dernier coureur en piste, c'est Alain Margueretaz, le français. Meilleur temps intermédiaire, médaille d'or en vue, mais une chute juste avant l'arrivée. Alain, c'est le meilleur ami de Ludovic, la vie fait bien mal les choses. 2 fois, en 92 on dit on va faire le doublé. Alain il arrive 4e en décembre. Là il terminerait 2e. Une fois de plus encore, je suis tout seul. Il aurait pu terminer avec moi. Ça fait 6 ans qu'on est ensemble. C'est un grand ami Ludo, on a commencé le ski ensemble, on a beaucoup de complicité et je suis content que ce soit lui qui gagne et pas un autre. J'aurais préféré que ce soit moi qui soit devant, qu'on soit tous les deux sur le podium, mais je suis très content que Ludo fasse sa première place. Alain Margueretaz, c'est le perdant magnifique. Pas même une défaite ne pourrait séparer le vainqueur du vaincu, pas même une médaille d'or ne pourra séparer Alain et Ludovic. Dans quelques instants, Laurent Romeshko vous présentera la météo. 20h50, c'est votre vie. Frédéric Mitterrand recevra Mireille Mathieu. 22h40, l'invité de Taratata, Véronique Sanson. Minuit 25, le dernier journal vous sera présenté par Philippe Lefebvre. Si vous aimez le Sud, si vous aimez Tombouctou, suivez Caravane de nuit, présenté par Frédéric Mitterrand. Demain, je vous retrouverai à 13h, après l'heure de vérité, où François-Henri de Virieux recevra le comte de Paris. Bonne soirée sur France 2, à demain 13h.